Bonjour, aujourd'hui on va entamer une révision et consolidation des acquis sur la deuxième partie en économie et organisation administrative des entreprises. Cette partie, c'est l'organisation du travail dans l'entreprise. Bien sûr, on va les voir sur les parties qui sont présentées sous forme de plan. On va voir d'abord la définition de l'organisation du travail, les différentes conceptions qui sont classiques et modernes. Bien sûr, les conceptions classiques, l'organisation du travail selon Taylor, l'OST, et l'organisation du travail selon Ford, c'est le Fordisme. Et après, les conceptions modernes, et bien sûr, avec à la fin des exercices. Alors, pour parler de l'organisation du travail, on doit savoir d'abord c'est quoi une organisation de travail. Alors, l'organisation du travail consiste à définir la place de l'homme et son rôle dans le processus de production. Alors, on doit parler de l'organisation de travail, bien sûr, on l'entame par l'organisation scientifique du travail. L'organisation scientifique du travail, l'OST, elle est inventée par son fondateur, Frederick Taylor. C'est qui? C'est un ingénieur américain. Il a créé l'organisation scientifique du travail. Pourquoi? Pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'amélioration de la productivité. Et bien sûr, le deuxième objectif, c'est trouver la meilleure façon de faire cette amélioration. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Taylor? Le point essentiel qu'il a fait, c'est qu'il a divisé le travail d'exécution du travail de conception. Bien sûr, le travail de conception, c'est le travail des ingénieurs, des cadres, des chefs. Et le travail d'exécution, c'est des employés et des ouvriers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'exécuter les ordres. Qu'est-ce qu'il a fait, Taylor? Pour lui, la perte du temps, le temps mort, c'est ce qui tue la productivité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de... D'abord, on a dit, il a divisé le travail en exécutants et ceux qui font le travail de conception. Et il a aussi essayé de parcelliser les tâches. Il a fait une parcellisation des tâches. Il y a une grande tâche, il a essayé de la découper en plusieurs petites tâches. Chaque petite tâche, elle est attribuée à un ouvrier. Donc un ouvrier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une seule tâche, peut-être même un seul geste. Alors, ce seul geste, il le fait par exemple toute la journée et il est chronométré. Pour lui, il ne faut faire aucun geste, aucune réaction, sauf le geste demandé dans le processus de production. Il a aussi, comme on a dit, il a chronométré le temps. Il a fait le point de spécialisation, c'est-à-dire chaque ouvrier est spécialisé dans une tâche. Il a aussi découpé les tâches. Il a individualisé les personnes, les ouvriers. Ça veut dire un ouvrier, il n'a qu'à faire son travail. Il n'a pas à faire des relations, même à parler avec ses collègues, il n'a pas le droit de le faire. Pour lui, faire autre chose que les gestes demandés, c'est une perte de temps. Bien sûr, toute cette organisation, elle a engendré des inconvénients. On peut dire que, ici, on va parler d'abord des dysfonctionnements, après je vous fais une remarque. Alors, le dysfonctionnement de l'OST. L'OST, on a dit, c'est l'organisation scientifique du travail inventée par Taylor. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dysfonctionnement? Il y a asservissement et dépendance de l'ouvrier au rythme, donc c'est la cadence de la machine. Donc ici, l'ouvrier, qu'est-ce qu'il fait? Il devient
une machine. Si vous voulez, donc, je crois que vous l'avez déjà vu, par exemple, avec votre professeur l'année dernière, ou bien sinon, vous pouvez aller le voir. C'est le film de Charlie Chaplin. C'est le film, il s'appelle Les temps modernes. Il concrétise l'organisation scientifique du travail. Par exemple, Charlie Chaplin, qu'on appelle Charlot, il n'avait qu'à faire un geste avec un matériel. Toute la journée, il avait à serrer les vis. Donc, c'était un geste de la grande tâche. Il n'avait qu'à faire ce geste toute la journée. Alors, je vous recommande bien de voir le film parce qu'il est intéressant, en même temps, il est comique. D'accord? Donc, ici, on dit que la personne devient comme un esclave, comme une machine. Il n'a pas à tourner ni à droite ni à gauche. Il ne fait que le geste demandé. Mauvaise qualité des produits. Bien sûr, l'ouvrier, lorsqu'il produit plus, il fait plus de pièces, donc il est payé à la quantité fabriquée. Bien sûr, l'ouvrier, il va faire attention à la qualité, donc la mauvaise qualité du produit, la recherche de la quantité pour bénéficier d'un salaire élevé au détriment de la qualité des produits. Lorsqu'une personne travaille avec le même geste, on peut dire toute la journée, toute la semaine, tous les jours, ça devient monotone. Et elles sont dans une monotonie et un ennui parce que la personne, elle répète le même geste sans réfléchir. Elle ne fait qu'exécuter. Le surmenage, bien sûr, une personne qui travaille à temps plein avec les mêmes gestes sans avoir de côté social ou amical, c'est normal qu'elle aura, son corps, il sera bien sûr fatigué, il y aura un surmenage. Il y a aussi la démotivation. Alors, puisque les salariés ne font qu'exécuter, ils n'ont pas à réfléchir. Donc, ça, c'est démotivant pour certains salariés. L'absentéisme. Alors, tous ces inconvénients, ils emmènent à l'absentéisme. Ça veut dire une personne, elle est en surmenage, elle est ennuyée, elle est comme une machine, donc elle peut tomber malade, elle peut ne plus être motivée pour travailler. Donc, ils sont obligés de remplacer les absents. Il y a aussi les conflits sociaux, c'est entre bien sûr les subordonnés et les chefs. Parce que le chef, vous allez le voir dans le film, le chef, il les surveille, ils n'ont pas à bouger. Donc il y a toujours des conflits entre les subordonnés et leur chef. La dégradation bien sûr du climat de travail, il n'y a plus de climat de travail, les gens se sentent comme une machine. Il y a aussi des accidents de travail parce que il y a la chaîne qui passe, la personne elle doit faire les gestes de leur vitesse, donc ça peut engendrer des accidents. Alors pour l'OST, elle n'est pas flexible, elle est surtout rigide parce que Taylor, il cherche à améliorer la productivité. Il ne s'intéresse pas au côté social ni au côté, c'est-à-dire il néglige le côté social des ouvriers. Alors, même s'il y a ces limites, on peut dire qu'il y a des entreprises qui adoptent toujours ce genre d'organisation. Par exemple, il y a des usines au Maroc, comme à l'étranger, qui utilisent toujours l'organisation scientifique du travail. On peut dire qu'on peut la trouver dans le secteur automobile, le secteur textile et aussi dans l'agroalimentaire lorsqu'il y a l'agroalimentaire, c'est tout genre de conserverie. Donc, même s'ils ont constaté qu'il y a des inconvénients, ils l'utilisent toujours.
Alors, après Taylor vient Ford. Alors, Ford, c'est qui? C'est Henry Ford. C'est un Américain, ingénieur mécanique. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a opté pour la chaîne de montage. Il a créé l'entreprise de fabrication de voitures. C'est lui qui a créé la voiture Ford. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour encourager, bien sûr, il a suivi les principes de Taylor, mais il a essayé, il a ajouté à l'organisation scientifique du travail, il a ajouté le travail aussi à la chaîne pour le montage des voitures. Il a fait la chaîne de montage. Il a aussi essayé de motiver les ouvriers par l'augmentation de leur salaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est connu par le 5 dollars par jour. Donc, il a motivé les salariés pour qu'ils essaient de produire plus. Parce que pour lui, produire des articles standards en grande série et vendre en masse. C'est-à-dire, ils veulent produire des séries, des voitures qui sont standards et avec un prix convenable. Comme ça, il va vendre une grande quantité. Donc, on a dit que Ford, il a essayé d'ajouter la motivation des salariés plus que Taylor. Alors, d'après les inconvénients de Taylorisme et le Fordisme, viennent les nouvelles formes d'organisation du travail. Donc, ils ont essayé de changer les côtés sur lesquels, les côtés négligés par Taylor et Ford. C'est surtout le côté du salarié. La première, donc, le premier point des conceptions, des nouvelles conceptions, il y a les conceptions modernes, pardon. Il y a la rotation des postes. On a dit que pour Taylor, il y avait la spécialisation de l'ouvrier, la spécialisation des tâches. Chaque ouvrier, il n'a à faire qu'une seule tâche. Maintenant, pour les conceptions modernes, ils essaient de faire la rotation des postes, c'est-à-dire les salariés peuvent occuper successivement des postes. Chacun peut donc occuper le poste de l'autre et ils font la rotation. L'élargissement des tâches. Alors on a dit que une grande tâche a été parcellisée en plusieurs petites tâches que la personne fait en un seul, par exemple, geste. Mais ici, ils ont élargi les tâches. Donc, toutes les petites tâches qui ont été attribuées à plusieurs ouvriers, ils les ont regroupées en une seule tâche. Ça veut dire que la personne, elle peut faire plusieurs gestes sous forme de tâches. L'enrichissement du travail. Donc je fais maintenant la comparaison entre conception classique et conception moderne pour voir le changement. L'enrichissement du travail. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait, on revient toujours à l'OST, elle ne faisait qu'un seul geste. Je vous ai dit que si vous suivez cette révision et après vous allez voir le film, c'est comme si revoir ou voir ce que je viens de dire. Vous allez le voir en film, sous forme de film. Alors, l'enrichissement du travail. On ajoute à l'élargissement des tâches des opérations plus intéressantes. La personne qui ne faisait que de simples tâches, on lui ajoute, par exemple, elle ne faisait que, on peut dire, c'est verrouiller des vis. On peut lui demander de réparer
une machine ou bien de contrôler la qualité du produit qui vient d'être fabriqué. C'est ça l'enrichissement du travail. Donc on ajoute à l'élargissement des tâches des opérations plus intéressantes et moins répétitives pour les salariés. Alors, il y a entretien et réparation des machines, on peut dire aussi contrôle de la qualité du produit. Les groupes semi-autonomes, toujours pour Taylor, pour lui, une personne est là pour faire une tâche, un geste toute la journée et après partir. Ni parler, ni avoir des relations avec son entourage, avec ses collègues. Mais pour les conceptions modernes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de faire des groupes semi-autonomes. Qu'est-ce qu'ils font? Les salariés forment de petites équipes. Ils travaillent dans un groupe et bien sûr sans supérieur hiérarchique. Ils font bien sûr exécuter le travail demandé sans l'appui, sans le contrôle d'un supérieur hiérarchique. On a aussi d'autres formes d'organisation du travail. On parle de la direction par objectif. Alors, c'est quoi la direction par objectif? Elle consiste à fixer les objectifs à chaque responsable. On lui donne un temps fixé avec un budget fixé, bien sûr, et on lui demande de respecter le temps et le budget et bien sûr de réaliser les objectifs. Dans la direction participative par objectif, c'est la DPPO, elle implique une véritable négociation. C'est-à-dire que dans la direction par objectif, on lui demande de réaliser les objectifs avec un temps et un budget fixé. Mais maintenant, on lui demande, avant de réaliser les objectifs, de venir participer à la fixation des objectifs. Donc, elle implique une véritable négociation entre la direction et le responsable d'unité lors de l'établissement des objectifs. Bien sûr, on passe à l'aménagement du temps de travail. Pour Taylor, le travail, il était chronométré et bien sûr, il y avait un plein temps, mais bien sûr, les conceptions modernes ont essayé par exemple, de fixer un horaire de travail pour les salariés. Alors, le temps partiel, la durée inférieure à la durée légale au Maroc, ici, donc, il travaille 44 heures par semaine, c'est permanent. Pour la réduction du temps de travail, on peut prendre le cas de cette période critique de Covid-19, il y a une réduction de temps de travail. C'est pour limiter les regroupements, limiter les déplacements et limiter la contamination. Les horaires flexibles. Ici, on peut donner la liberté aux salariés de choisir les horaires de début et de fin de travail. On peut parler par exemple du mois de Ramadan, comme on peut parler par exemple des usines. Il y a des groupes dans les usines qui travaillent qui choisissent le début et fin de travail. Ils peuvent travailler par exemple 8 heures le matin, comme ils peuvent travailler 8 heures l'après-midi, et il y a par exemple un groupe de travail le soir. Maintenant, on va passer au QCM. Parmi les auteurs suivants, lequel ou lesquels font partie de l'école des relations humaines. Alors, on parle ici, on a Fayol, Maslow, Herzberg, Mayo et Smith. Alors, les auteurs de l'école des relations humaines, c'est Maslow. Vous avez déjà vu la pyramide de Maslow, donc en organisation comme en économie. Lorsqu'on parle des besoins, il y a Herzberg et Mayo. Donc j'ai présenté les réponses sous forme de tableau.
J'ai mis le numéro de la question et après donc, les réponses choisies. Deuxièmement, que préconise Taylor à travers l'organisation scientifique du travail? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il préconise? Il a cherché à décomposer les tâches, à chronométrer le temps d'exécution, à spécialiser les individus, à rémunérer au rendement ou bien à faire une autonomie et liberté des salariés. Bien sûr, Taylor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décomposé des tâches. Qu'est-ce qu'on a dit? Taylor, il a pris une tâche et il a décomposé en plusieurs petites tâches que chaque ouvrier est spécialisé, par exemple, dans une seule tâche. Chronométrage. Pour lui, un seul geste, il a même fait le geste lui-même. Un seul geste, combien il nécessite de temps? Il a chronométré. Ça veut dire la personne qui exécute la tâche, elle ne doit pas dépasser le temps chronométré. La spécialisation des individus, on a dit que chaque personne, elle exécute une tâche exécute une tâche dont elle devient spécialiste. La rémunération au rendement, il a demandé aux salariés de produire plus et le salaire, la rémunération sera au rendement, puisque c'est ce qu'on a vu dans le dysfonctionnement, que les personnes, elles choisissent à produire plus pour gagner plus, mais elles ne font pas attention à la qualité. Bien sûr, l'autonomie et la liberté des salariés, c'est ce qu'il négligeait Taylor. Pour lui, il n'y a pas d'autonomie et liberté des salariés, ce ne sont que des exécutants. Alors, Maslow, est-ce que Maslow, à travers la pyramide des âges, la pyramide des besoins, la pyramide institutionnelle ou la pyramide des motivations, est-ce que entre laquelle pyramide il explique la motivation des travailleurs? Bien sûr, Maslow, il explique la motivation des travailleurs par la pyramide des besoins. Donc la pyramide des besoins, vous l'avez vu en organisation et en économie générale. Pardon. Dans la base de la pyramide, il y a les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques. Ensuite, il y a les besoins de sécurité. Après, les besoins en troisième position vers le sommet, il y a les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et au sommet, il y a les besoins d'accomplissement de soi. Bien sûr, ici, on choisit la pyramide des besoins. Pardon. Que permet la spécialisation du travail? D'avoir un accroissement de la productivité, mais seulement jusqu'à une certaine limite, d'avoir des gens adaptables à toutes les situations économiques possibles, d'avoir la meilleure stratégie sur le marché, d'avoir des économies d'échelle. Alors bien sûr, on peut dire qu'elle permet d'avoir un accroissement de la productivité, mais seulement jusqu'à une certaine limite. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'elle peut adapter des gens à toutes les situations parce qu'il y a une spécialisation, donc il n'y a pas de polyvalence. D'avoir la meilleure stratégie, ce n'est pas possible. D'avoir des économies d'échelle, on peut dire qu'il y a des économies d'échelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une spécialisation du salarié, donc on n'a pas besoin à former le salarié, on n'a pas besoin à dépenser plus, donc il y a un gain. Après, à quoi est sous-vendue la motivation? Est-ce au résultat positif entre les rétributions et les contributions d'un employé, toujours à l'argent, à l'arrivée du week-end, ou bien aucune des trois autres réponses? Alors ici, on peut dire c'est lorsque il y a le résultat positif entre les rétributions. Les rétributions, ce sont les rémunérations du salarié, de l'employé. Les contributions, c'est-à-dire les dépenses qu'il est obligé de faire. Donc lorsqu'il y a
un résultat positif. Pardon, un résultat positif, donc ça motive la personne. Et comme on le voit sur le tableau, il y a la question avec les réponses. Ici, on a un schéma d'où on peut conclure, donc on peut extraire une définition. On parle de l'organisation du travail, on parle de l'organisation technique liée à l'outil, l'équipement, le véhicule. Organisation humaine, le travail en équipe, statut du travailleur. Il y a la situation de travail. On parle de l'activité, quelles sont les tâches, l'environnement, les conditions climatiques et l'individu, l'âge, profession, expérience. Alors on peut dire que l'organisation du travail est la mise en œuvre de la répartition des tâches et des modes de coordination entre les différents acteurs au sein de l'entreprise. Pour faire quoi? Afin d'assurer un emploi efficace des ressources. Quelles sont ces ressources? On parle du capital technique, capital fixe ou capital circulant. Il y a le capital fixe technique, il y a les machines, les outils, le matériel. Et le capital variable, c'est les marchandises, les matières premières, les fournitures. Donc, en bref, qu'est-ce qu'on peut dire? L'organisation du travail dans l'entreprise consiste à définir la place de l'homme et son rôle dans le processus de production. C'est quoi? C'est l'agencement et la coordination des postes de travail en vue d'atteindre la productivité maximale. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour l'organisation du travail? C'est quoi? C'est définir la place et le rôle de l'homme dans le processus de production. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la conception classique et la conception moderne. Dans la conception classique, bien sûr, il faut toujours parler de taylorisme et du fordisme. Le taylorisme, c'est, on a dit, c'est la conception de l'organisation scientifique du travail faite par Taylor. Il a essayé de séparer, son principe de séparer le travail des exécutants et le travail de ceux de la conception qui sont les cadres, les intellectuels, les chefs. Pour les exécutants, ce ne sont que des ouvriers qui exécutent le travail dans l'entreprise. Ils ne font que recevoir des ordres. Alors on a parlé aussi on a dit que malgré les dysfonctionnements du taylorisme, qui sont l'asservissement de l'ouvrier, qui sont aussi, on peut revenir au dysfonctionnement, qui sont la dépendance. On a dit qu'il y a le dysfonctionnement de l'EST qui a donc créé les nouvelles conceptions. Merci de votre attention.